La lettre est arrivée par un jour froid et sans vent à Pyongyang. Mon contact, un officier de renseignement occidental, me l'a remise d'une main tremblante. Ses yeux étaient remplis d'effroi, comme s'il voulait m'avertir mais ne pouvait se résoudre à parler. L'enveloppe était simple, du genre de celle utilisée pour la correspondance non marquée. À l'intérieur se trouvait une note écrite à la main, d'une écriture soignée, presque mécanique. « Venez dans les tunnels sous Cheongjin. La vérité nous attend. » Cheongjin était l'une des villes les plus isolées de Corée du Nord, loin des regards indiscrets. Les des tunnels qui s'y trouvent sont réputés être des prisons pour dissidents politiques, un lieu où le régime des Kim envoie ceux qu'il juge indignes de vivre. J'avais entendu des rumeurs d'atrocités, expériences humaines, armes biologiques, mais rien de concret. Le genre de rumeurs que l'on écarte parce que la vérité serait trop insupportable. J'étais un journaliste travaillant sous le prétexte d'écrire sur les infrastructures de la Corée du Nord. C'était une couverture pour quelque chose de bien plus sombre. Je savais qu'en acceptant cette invitation, je m'enfonçais dans un labyrinthe d'horreur, mais je n'ai pas pu résister. Mon travail consistait à découvrir la vérité, aussi grotesque soit-elle. Lorsque je suis arrivé à Cheongjin, j'ai senti que l'air était mauvais. Ce n'était pas seulement le silence oppressant ou la désolation des rues. C'était le sentiment d'être observé, jugé, pesé. Un homme en uniforme militaire gris m'a rencontré à la périphérie de la ville. Son visage était inexpressif, sa peau pâle et décharnée. Il m'a fait signe de le suivre sans un mot. Nous avons marché pendant ce qui m'a semblé être des heures, à travers des chemins sinueux et des champs arides, jusqu'à ce que nous atteignions un petit bâtiment anonyme. Cela ressemblait à un hangar de maintenance, mais lorsque l'homme a ouvert la porte, un escalier est descendu dans l'obscurité. Sans hésiter, je l'ai suivi. L'air devenait plus froid au fur et à mesure que nous descendions. La lumière de ma lampe de poche éclairait les murs humides et les tuyaux rouillés. De faibles chuchotements semblaient résonner dans l'ombre. Mais lorsque je me retournai, il n'y avait rien. L'homme me conduisit plus profondément jusqu'à ce que nous atteignions une porte massive en acier. Il s'arrêta, se tourna vers moi et me dit d'une voix dépourvue d'émotion : « Vous allez voir ce qui a été caché. » Il a ouvert la porte et la puanteur m'a frappé comme un mur. De la chair en décomposition, des produits chimiques et quelque chose de pire, quelque chose d'artificiel. La pièce était vaste, bordée de rangées de tables chirurgicales, chacune occupée par ce qui avait ressemblé à une personne. Je me suis approché, essayant de comprendre ce que je voyais. Des membres recousus, des organes réarrangés dans des configurations grotesques, des visages déformés par la douleur et la terreur. Il ne s'agissait plus de personnes, mais d'expériences. Un bourdonnement sourd emplit l'air et je me rends compte que les corps sont reliés à des machines. Des tubes et des fils serpentés semblent dans leur chair, les maintenant en vie, dans un état de souffrance perpétuelle. Leurs yeux me suivaient lorsque je passais devant eux, implorant qu'on les libère. Je sentis la bile monter dans ma gorge, mais je me forçai à continuer d'avancer. Au centre de la pièce se dressait un autel massif, taillé dans la pierre noire. D'étranges symboles étaient gravés sur sa surface, brillant faiblement dans la faible lumière. Un personnage vêtu d'une robe cramoisie se tenait devant l'autel, psalmodiant dans une langue que je ne reconnaissais pas. Des soldats l'entouraient, le visage vide, comme s'ils avaient honte renoncé à leur humanité. L'homme en robe se tourna vers moi, ses yeux brûlants d'une lumière artificielle. « Vous êtes venu pour témoigner », a-t-il dit. Sa voix était profonde et résonnante, remplissant la pièce. Le chef suprême nous a donné les connaissances nécessaires pour transcender l'humanité, contempler l'avenir. Il fit un geste vers l'une des tables, où un corps commença à se convulser. Les machines s'activèrent et le corps se releva,
ses mouvements étant saccadés et peu naturels. Ses yeux brillaient donc de la même lumière sinistre que ceux de l'homme. Il poussa un rugissement guttural, un son qu'aucun humain ne devrait être capable de produire. J'ai alors compris que je n'assistais pas seulement à des expériences, j'assistais à la création de monstres. Le rugissement de la créature se répercutait dans la chambre. Une cacophonie discordante qui semblait pouvoir me faire perdre la raison. Le corps recousu se tenait recroquevillé sur la table d'opération, ses mouvements n'étant pas naturels, comme une marionnette contrôlée par des ficelles invisibles. Ses yeux luisants se fixaient sur moi, non pas avec malice, mais avec une intelligence étrange et troublante. Il était conscient. L'homme à la robe cramoisie fit un geste lent et délibéré. La créature réagit instantanément, s'écartant de la table d'une démarche saccadée. Je pouvais voir les coutures grossières qui maintenaient d'un et son corps ensemble, les parties d'onji mal assorties de divers humains, grotesquement arrangés pour former quelque chose qui défiait l'ordre naturel. Une odeur de pourriture et de désinfectant flottait dans l'air, si épaisse qu'elle semblait recouvrir les murs. « C'est ce que vous appelez le futur ?» Je réussis à murmurer, ma voix tremblant d'un mélange de colère et de peur. Les lèvres de l'homme se retroussèrent en un léger sourire. « Pas l'avenir, journaliste, l'inévitable. Le chef suprême nous a donné la vision de créer la perfection à partir de l'imperfection. Ses soldats sont l'avant-garde d'une nouvelle ère, immunisée contre la douleur, la faim et la peur. » J'ai jeté un coup d'œil aux autres tables. Des dizaines de ces abominations gisaient immobiles, leurs formes connectées aux machines qui les soutenaient. Certains tressaillaient sporadiquement, comme si leur corps résistait à la transformation. D'autres avaient d'emblée déjà commencé à s'éveiller. Leurs yeux brillaient faiblement, tandis que la vie, ou l'approximation de celle-ci que les expériences pouvaient vous conjurer, se répandait en eux. « Ils sont vivants, dis-je, horrifié. Vous les forcez à vivre ainsi. » « La vie, dit l'homme avec un geste dédaigneux de la main, est un état transitoire. Ce que vous voyez ici, c'est l'évolution. Le sacrifice est le fondement de la grandeur. » Ces mots me semblaient donc creux. Ils justifiaient dans les atrocités innommables commises dans cette pièce. Mon estomac se serra et je me forçai à détourner le regard des créations grotesques. Je remarquai une chose que je n'avais pas vue auparavant. Un long couloir s'étendait à l'extrémité de la chambre. De faibles cris résonnaient dans l'obscurité, les cris de personnes qui n'avaient pas encore été transformées. Sans réfléchir, j'ai commencé à marcher vers le couloir. L'homme ne fit aucun geste pour m'arrêter, son attention semblant se porter sur la créature qu'il venait de ramener à la vie. Les soldats, qui montaient dans la garde, ne réagissaient pas non plus. Leurs visages étaient vides, leurs yeux sans vie. Le couloir était faiblement éclairé par des lampes fluorescentes vacillantes. Les cris s'amplifiaient, se mêlant au bruit du métal qui s'entrechoque et au faible ronronnement des machines. L'air devenait plus froid, portant avec lui l'odeur inimitable du sang et de la pourriture. J'atteignis une autre porte en acier, celle-ci légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée et je suis entré, le cœur battant. Ce que je vis était pire que tout ce qui se trouvait dans la chambre. Des rangées de cages s'alignaient le long des murs, chacune contenant une personne, ou ce qu'il en restait. Il manquait des membres certains. Leurs blessures étaient grossièrement recousues. D'autres avaient d'étranges excroissances qui dépassaient ceux de leur corps, comme si leur chair mutait en réponse aux expériences. Ils me regardaient avec des yeux creux, leurs expressions étant un mélange de désespoir et de terreur. Un homme a tendu la main à travers les barreaux, la main tremblante. « À l'aide, s'il vous plaît », a-t-il murmuré, sa voix étant à peine audible. J'ai reculé d'un pas, mon esprit s'emballant. Comment pouvais-je les aider? Je n'étais qu'une personne, sans armes, entourée de soldats et d'horreurs qui dépasseront l'entendement.
mais je ne pouvais pas les laisser ici. En m'enfonçant dans la pièce, j'ai remarqué une grande chambre vitrée au centre. À l'intérieur se trouvait quelque chose d'encore plus grotesque, une créature massive, bien plus grande que les autres. Son corps était un patchwork de parties humaines et animales. Sa tête était couronnée d'un anneau de cornes. Des bouts de tubes et des fils partaient moncer de son corps, le reliant à une console couverte de symboles lumineux. J'ai compris qu'il s'agissait de leur ultime création, l'aboutissement de leurs expériences, un être conçu non seulement pour se battre, mais aussi pour dominer, pour inspirer la peur à quiconque oserait s'opposer à lui. Je sentis une présence derrière moi et me retournai pour voir l'homme à la robe cramoisie. Il m'avait suivi en silence, son expression était indéchiffrable. « Vous voyez maintenant, dit-il, la voix basse et presque révérencieuse. La vision du chef suprême n'est pas limitée par les contraintes des esprits fortismaro mortels. Nous créons des dieux. Ce n'est pas de la divinité, ai-je dit, la voix tremblante. C'est de la folie. Il a souri, un sourire froid et calculateur. La folie n'est qu'une étiquette utilisée par ceux qui craignent le progrès. Avant que je ne puisse répondre, la créature dans la chambre de verre a ouvert les yeux. Il brillait plus fort que les autres, empli d'une intelligence malveillante qui me glaça jusqu'aux os. Elle a poussé un grognement grave et guttural, et le verre a commencé à se fissurer. Les fissures dans le verre s'étendirent comme des toiles d'araignée, chaque fissure étant accompagnée d'un craquement inquiétant. La créature à l'intérieur s'agita, sa forme grotesque se pressant contre la fragile barrière. Je pouvais voir ses membres dépareillés s'agiter, les tendons et les muscles se mouvoir d'une manière qui défiait l'anatomie naturelle. Ses yeux luisants se fixèrent sur les miens et j'éprouvais un sentiment d'effroi écrasant, comme s'il pouvait voir directement dans mon âme. L'homme à la robe cramoisie se tenait calmement à côté de moi, apparemment imperturbable. « Soyez témoins de l'avenir, » murmura-t-il, la voix emplie de révérence, l'aboutissement du sacrifice et de l'ingéniosité. Avant que je puisse répondre, le verre s'est brisé. Des éclats tombèrent sur le sol, scintillant dans la faible lumière. La créature sortit de la chambre, ses mouvements étant délibérés et d'une douceur déconcertante. Elle poussa un rugissement guttural qui fit trembler les murs, un son qui semblait porter à la fois la rage et le triomphe. Les gardes postés à la porte levèrent instinctivement leurs armes, mais la créature se déplaça plus vite que je ne l'aurais cru possible. En un instant, elle s'élança sur le soldat le plus proche, ses griffes déchirant son armure comme s'il s'agissait de papier. Le sang éclaboussa les murs et le cri du soldat fut interrompu. J'ai trébuché en arrière, mon esprit s'emballant. L'attention de la créature s'est portée sur les gardes restants, qui ont ouvert le feu. Les balles déchiraient sa chair, mais elle ne faiblissait pas. Au contraire, elle semblait devenir plus forte, ses mouvements plus fluides et plus meurtriers. C'était comme si la douleur l'alimentait, la poussant à des sommets de violence. L'homme à la robe cramoisie leva les bras, sa voix s'élevant au-dessus du chaos. « Ne craignez rien, c'est la voix du salut, embrassez-la. » Mais la créature n'y prêta pas attention. Elle se tourna vers lui, ses yeux luisants se rétrécissant. Pendant un bref instant, j'ai cru voir la peur se dessiner sur le visage de l'homme. Il essaya de parler, de la commander, mais la créature s'élança sur lui à une vitesse qui dépassait l'entendement. Ses griffes lui ont transpercé la poitrine, le faisant taire au milieu de sa phrase. Je n'ai pas attendu de voir ce qui allait se passer. Je me suis retourné et j'ai couru, le cœur battant. Les bruits de tirs et les cris résonnaient derrière moi, une cacophonie de chaos et de mort. Je trébuchais dans le couloir, n'ayant qu'une idée en tête, échapper à ce cauchemar. L'air devenait plus froid à mesure que je courais, l'odeur oppressante du sang
et de la pourriture persistant dans mon nez. J'atteignis la chambre principale où les autres expériences reposaient sur leur table. Mais en m'approchant, je vis que certaines d'entre elles commençaient à bouger. Leurs yeux brillaient faiblement et leurs membres s'agitaient spasmodiquement. La panique s'installa. Si ces abominations se réveillaient, il n'y aurait pas d'échappatoire. Je regardais désespérément autour de moi et mes yeux se posèrent sur un panneau de contrôle près du mur le plus éloigné. Il était couvert de boutons et de leviers, et son utilité n'était pas claire. Mais je n'avais pas le temps de réfléchir. Je me précipitai vers lui et commençai à actionner des interrupteurs, espérant tout éteindre. Une alarme a retenti et les lumières se sont mises à clignoter. Les créatures endormies, sur les tables, ont poussé des gémissements gutturaux, leurs mouvements devenant de plus en plus coordonnés. Une à une, elles commencèrent à se lever, leurs formes mal assorties, projetant des ombres grotesques sur les murs. J'ai ressenti un élan de désespoir. Je n'avais fait qu'empirer les choses. Le bruit de pas lourds résonna derrière moi, et je me retournai pour voir la créature massive de la chambre de verre entrer dans la pièce. Ses yeux luisants balayèrent la pièce et se posèrent sur moi. Elle poussa un rugissement qui fit trembler les murs, et je sus qu'il ne me restait que quelques secondes pour agir. Le désespoir me poussa à aller de l'avant. J'ai couru jusqu'à une console proche, dont la surface était couverte de symboles lumineux. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils signifiaient, mais un bouton sortait du lot. Un gros bouton rouge marqué d'un symbole qui ressemblait à un avertissement. Sans hésiter, j'ai appuyé sur le bouton. Un bourdonnement sourd emplit la chambre, et les lumières devinrent d'un rouge cramoisi profond. Les créatures poussèrent des cris de douleur et leurs mouvements se ralentirent. La créature massive tituba, ses yeux lumineux vacillants. Quoique j'ai fait, cela les affectait, mais ce n'était pas suffisant. La créature massive fit un pas vers moi, ses griffes levées. Je m'arc-boutai, sachant qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Les griffes de la créature arrivèrent à quelques centimètres de ma poitrine, avant qu'une explosion assourdissante ne secoue la chambre. Le sol trembla sous mes pieds et une explosion enflammée jaillit de l'autre côté de la pièce. Je fus projeté au sol, mes oreilles bourdonnant et ma vision se troublant. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais mort. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'ai vu la créature tituber, sa carcasse massive luttant pour rester debout. L'explosion avait déchiré le mur du fond, exposant un réseau de tuyaux et de fils qui étincelaient et sifflaient avec de la vapeur. Ce que j'avais activé faisait des ravages dans les systèmes de l'installation. Les petites expériences, celles qui étaient sorties des tables, s'effondraient une à une, leurs formes grotesques s'agitant comme si leur existence même était en train de s'effondrer. L'air était chargé d'une odeur âcre de chair brûlée et d'ozone. J'ai rampé vers le mur brisé, chaque muscle de mon corps hurlant en signe de protestation. Derrière moi, la créature massive poussait un rugissement qui était à la fois de rage et d'agonie. Elle était en train de mourir, mais elle n'allait pas s'en aller sans rien dire. En atteignant le mur, je me suis rendu compte que l'explosion avait ouvert un chemin vers un couloir caché. Il était étroit et sombre, mais il menait vers le haut, une chance de s'échapper. Je me suis forcé à rester debout, m'agrippant aux bords déchiquetés du mur pour me soutenir. Après avoir jeté un dernier coup d'œil au chaos qui régnait derrière moi, j'ai trébuché dans le couloir. L'ascension était atroce. Mon corps me faisait souffrir et chaque pas me semblait un effort monumental. L'air devenait plus froid à mesure que je montais, le faible bourdonnement des machines résonnant autour de moi. Je ne savais pas où menait le couloir, mais je savais que je ne pouvais pas rester en bas. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai atteint une trappe au bout du couloir. Elle était vieille et rouillée, mais elle s'est ouverte avec un gémissement lorsque j'ai poussé dessus.
Une lumière éclatante pénétra à l'intérieur, m'aveuglant momentanément. Lorsque mes yeux se sont ajustés, je me suis retrouvé à l'extérieur, sur l'étendue glacée de l'Antarctique. Le vent glacial me coupait, mais je m'en réjouissais. Il signifiait que j'étais libre. L'installation en contrebas était cachée sous la neige, ses horreurs enfouies dans les profondeurs de la terre. Je me suis retourné juste à temps pour voir le sol trembler. Un grondement profond a résonné en bas, et des fissures ont commencé à se propager sur la glace. L'installation s'effondrait, consumée par le chaos que j'avais déclenché. Dans un dernier rugissement, étouffé par les couches de neige et de glace, l'énorme créature s'est tue à jamais. Je suis resté là, tremblant et à bout de souffle, tandis que le sol se tassait. L'installation avait disparu, ensevelie sous des tonnes de glace et de neige. Ce qui avait été créé là ne verrait plus jamais la lumière du jour. Mais alors que je contemplais le terrain vague gelé, j'ai pris conscience d'une chose qui me faisait froid dans le dos. Les expériences avaient peut-être été détruites, mais il n'y avait pas d'autre solution. Les expériences avaient peut-être été détruites, mais les connaissances, les méthodes, existaient leur mode toujours. Quelque part, quelqu'un pourrait essayer de recréer ce qui avait été perdu. Cette idée m'emplit d'une terreur bien plus grande que tout ce que j'avais connu en bas. Sans direction précise, j'ai commencé à marcher sur la glace, le froid mordant ma peau. Je ne savais pas où j'allais, ni comment je survivrais, mais je savais une chose, je devais dire au monde ce que j'avais vu. Les horreurs de ce centre ne pouvaient pas rester secrètes. Tout en marchant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'être observé. Quelque chose, quelqu'un, était toujours là, à attendre.